Merci aux fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs. Merci de nous renouveler plutôt votre confiance, surtout que votre magazine émission Le Panel. Nous sommes en direct de Tosungana Télévision. Vous avez une application mobile à partir de votre téléphone. Vous pouvez aussi nous suivre en dehors de nos frontières via l'application mobile Blue OTT International. Suivez déjà l'ordre alphabétique, la lettre T, vous verrez directement Tosungana Télévision. Nous sommes aussi en direct des Star Time. Nous sommes là pour vous accompagner. Vous avez aussi votre lien YouTube JM Panel HD. C'est pour développer l'essentiel. Mesdames et messieurs, c'est la question de la Constitution qui fait couler beaucoup d'encre jusque-là. Et nous voulons réfléchir, nous voulons un peu aller en profondeur. On veut savoir quelle peut être l'adéquation qui doit exister entre la Constitution et les sociales, la Constitution et la sécurité, la Constitution et la souveraineté. Parce que là, on dit que si les pays n'évoluent pas bien, parce qu'il y a un bouc émissaire à côté, et l'élément déclencheur du sous-développement ou manque du social, manque de sécurité ou de la souveraineté serait la Constitution. On veut comprendre quel est l'impact de la Constitution dans le social, la sécurité et la souveraineté. Alors pour en débattre, nous avons reçu sur ce plateau spécial déjà un habitué, le docteur Téléba Tampi, qui est national de l'UDPS Tshisekedi. Vous avez votre micro, docteur. Merci d'avoir répondu présent à cette belle émission. Merci beaucoup, monsieur Jean. Merci beaucoup. En face de vous, c'est pour la toute première fois sur Tosungana Télévision, bien qu'un ancien du panel depuis d'autres chaînes. Là, nous recevons sur ce plateau monsieur Bonyoma, qui est monsieur Bonyoma Iselonge, c'est ça? Iselonge Benjamin, qui est président du Rassemblement des chrétiens républicains RCR en sigle, et de la plateforme politique chrétienne dénommée État chrétien. Donc, vous militez pour les valeurs chrétiennes et puis la politique. Effectivement. Ok. Vous pouvez pousser un peu, vous êtes un peu loin de votre micro. Le christianisme n'est pas que religieux, c'est aussi une philosophie chrétienne, politique. Ah oui, mais parce que d'habitude, on sait que donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Et... Alors vous donnerez tout à Dieu. C'est lui le créateur. Donc il faut s'intéresser aussi à la politique. Alors merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ainsi s'ouvre ces grands plateaux spécial sur la Constitution pour comprendre s'il y a l'adéquation ou l'inadéquation. Tout ça, c'est pour comprendre que la Constitution doit nous révéler aussi ce qu'on appelle l'herméneutique, parce que pour les politiques, ils interprètent de leur manière, mais nous allons comprendre aussi quelles sont les intentions cachées derrière s'il y aurait changement ou modification, soit la révision constitutionnelle. Je commence avec les docteurs Téléba Tampi. On fait comprendre ces jets qui existent, l'impact ou soit l'adéquation qu'il y a entre la Constitution et les sociales. D'abord, on prend les sociales. Ok, merci beaucoup, monsieur Jean. Je pense que quand on parle d'adéquation, c'est-à-dire il y a le lien. Donc le lien entre la Constitution de la République ainsi que le social. Et comment on définit les sociales? Vous pouvez un peu nous éclairer pour que nous puissions éclairer la lanterne. Non, mais c'est à vous de nous dire l'essentiel. Si moi je serais là pour commencer à définir les concepts, je jouerai les rôles à votre place. À vous de nous dire, quand on parle du social, qu'est-ce qu'on envisage? Merci beaucoup. Je pense que les sociales est globalisant. Quand on parle de social, ça vient de la société. Et la société, c'est veut une identité. Vous comprenez déjà qu'il y a une adéquation à ce niveau-là. Donc, il y a le lien entre l'identité d'un pays ainsi que la société elle-même. Parce que la Constitution est définie comme un acte fondateur, parce qu'on doit commencer par là, en tant qu'acte fondateur, par lequel l'État ou bien une société se veut une identité et établit l'ordre sociétal qu'il veut ou bien qu'elle veut, cette société.
Alors il est souhaitable de comprendre que la Constitution reste en lien avec tout ce qui peut être comme organisation et fonctionnement de la République démocratique du Congo. En quoi alors cette Constitution serait un élément de blocage face au social? Est-il vrai que d'abord la Constitution est un élément de blocage du social du peuple congolais? Voilà, raison pour laquelle j'étais en train de demander quelle est la compréhension du concept social que vous avez évoqué, mais ici vous venez d'insinuer la notion de blocage. Si nous voulons parler de blocage, il est souhaitable de rentrer encore dans le fondamental parce que le pays s'est développé. Et quand on veut se développer, on commence par ce qui est basique. Et ce qui est basique, c'est définir comment est-ce que nous devons fonctionner, comment nous devons nous organiser. Maintenant, c'est l'organisation qui fait fonctionner toute chose. Et si il faut aller maintenant par secteur, là, c'est ainsi qu'il peut y avoir une matière différenciée. Là, on peut voir l'impact direct, l'impact indirect, ou bien le direct d'indirect. Docteur Téléba Tampi, vous avez encore la parole. Merci. Si le peuple qui nous suit en ce moment a envie de comprendre, parce qu'on dit que c'est la Constitution qui bloque l'évolution de ces pays, alors l'adéquation qu'il y a entre cette Constitution et les sociales, en quoi la Constitution bloquerait les sociales du peuple congolais? Vous nous faites une démonstration à partir, en décortiquant les éléments qui sont dans la Constitution, soit qui ne sont pas appliqués, ou soit qui bloquent les sociales, et qu'il y a nécessité de changer cette Constitution pour valoriser le social. C'est vraiment ça, la quintessence, ou bien les soucis même de la question que je vous pose. Vous avez encore 5 minutes, mais bien que vous avez déjà épuisé les 3 minutes, il vous reste 2 minutes. Vous avez la parole. Je ne sais pas les concepts de blocage liés à la Constitution par rapport au social qu'il a dit. Parce que dans notre démarche, on n'a pas évoqué une notion de blocage sur le plan de ce que peut-être, si j'essaie un peu de me faire, d'essayer de comprendre c'est à quoi vous faites allusion, c'est-à-dire dans votre le démarche manger. De vouloir changer la Constitution. C'est ça, la démarche. Oui, mais je n'ai pas dit en termes de blocage par rapport au social, qui, dans l'imaginaire, je crois comprendre que le social, selon vous, ou bien selon ce que la population se donne, c'est par exemple la question de manger, la question de se déplacer, la question de... J'aimerais, parce que je sais comment est-ce que je dois aller. Que je vous sorte des paroles par force. Vous avez déjà compris la question? Oui, parce que moi, je vous ai expliqué... le peuple qui nous suit, cette émission est pour le peuple. Moi, je vous ai expliqué que tout est fonction du mode d'organisation et du fonctionnement que la société veut se doter une identité. Comment est-ce que je dois fonctionner et comment est-ce que je dois m'organiser? Ça, c'est la Constitution de la République. Et par conséquent, la Constitution arrive à nous donner la souveraineté. Comprenez? La souveraineté, c'est que cette souveraineté doit être totalement une indépendance d'un peuple, d'une nation, d'un État, vis-à-vis de tierces, qui définit que voilà, moi je dois évoluer comme ça, et ne pas subir une influence qui entraînerait, qui sera au détriment de mon peuple, ou au détriment du territoire congolais, et au bénéfice des autres. Donc c'est pour cela que je suis en train de vouloir comprendre qu'est-ce que le peuple comprend, parce que c'est vous qui posez la question. Qu'est-ce que le peuple comprend par les sociales et qu'il y aurait une adéquation avec la Constitution que nous voulons changer. Je vais vous revenir. Le même peuple qui vous suit, vous êtes au pouvoir. C'est vous qui êtes au pouvoir. Si aujourd'hui, vous prenez la Constitution comme un bouc émissaire, alors pour le peuple, le petit peuple qui nous suit doit comprendre en quoi
l'impact de la Constitution peut jouer sur les sociales du peuple congolais. Je vais vous revenir, nous restons encore sous les débats. La parole est accordée à M. Bonyoma Iselongue Benjamin, qui est président du Rassemblement des chrétiens républicains RCR en sigle, et de la plateforme politique chrétienne dénommée État chrétien. Alors, M. Benjamin, est-ce que d'abord il y a cette adéquation, il y a l'impact de la Constitution face au social, la Constitution face à la sécurité, à la souveraineté? Je pense que oui. La Constitution reprend les aspirations de la population, du peuple, et les valeurs de la nation, organise la nation, et même son fonctionnement, même en détail. Et ce qui n'est pas organisé par la Constitution, il est fait par les lois. Donc, tout ce qui concerne la vie de la nation, tout ce qui concerne la vie des citoyens, doit être prévu par la Constitution. Et de ce point de vue, effectivement, il y a cette adéquation qui existe entre la Constitution et le social. Et j'ajoute que déjà, si la Constitution est bien faite, nous résolvons entre 60 à 80% déjà des problèmes qui peuvent se poser dans l'organisation de la nation. Il resterait les 20% et cela dépendrait du leadership de ceux qui sont au pouvoir pour effectivement exécuter la Constitution. Et quand nous regardons aujourd'hui, depuis l'indépendance, parce que je ne voudrais pas me focaliser seulement sur l'ère de M. Tshisekedi, quand je prends notre pays, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour aussi, je constate que nos dirigeants ne respectent pas vraiment la Constitution, n'exécutent pas vraiment bien la Constitution, parce que vous comprendrez que dans nos constitutions, nous reprenons toujours les droits de l'homme, les droits humains. Mais à regarder, c'est comme si dans cette Constitution, il n'est pas prévu que il y a les droits de ceci ou les droits de cela, ça n'existe pas. On prévoit les logements. On prévoit par exemple le logement décent. On prévoit par exemple tout ce qui est prévu là, l'éducation, la santé des gens, les droits à la vie, ainsi de suite. Mais quand on regarde ce qui s'est fait, c'est comme si nos dirigeants respectent autre chose que la Constitution. Donc aujourd'hui, il y a un lien effectivement, mais ce que nous demandons, nous chrétiens, nous demandons à nos dirigeants de respecter la Constitution et de l'exécuter convenablement. Alors, la Constitution est très bien faite. On va comprendre. Si la Constitution est bien faite, et vous dites qu'il y a ces liens entre la Constitution et puis les sociales, est-ce que vous pensez qu'il y a une nécessité qu'on révise ou qu'on change cette Constitution? Parce que là, vous-même vous avez soulevé qu'il y a des points qui sont dans la Constitution, mais qui n'ont pas tenu compte. La Constitution elle-même n'a pas tenu compte de certaines nécessités au sein de la population. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des nécessités pour retoucher cette Constitution et revoir certaines choses? Vous savez, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Et la Constitution a prévu déjà le mécanisme de sa révision partielle ou totale. La Constitution elle-même l'a déjà prévu. Et que s'il y a des acteurs, donc des citoyens, parce que la souveraineté est exercée par les peuples, s'il y a des citoyens qui estiment qu'il faudra changer la Constitution, la Constitution dit je crois qu'il y a 4 catégories de personnes qui peuvent changer la Constitution, et dans ces cas-là, on a respecté la Constitution et pouf, ça s'est fait. Il y a également, la Constitution dit également quand il faut la changer, et elle dit également comment le faire. Donc la Constitution a prévu un certain nombre de choses. Bien que c'est très difficile pour certains, je pense et je suis convaincu que s'il y a des problèmes, la Constitution les prévoit. Mais quand nous regardons dans le moment actuel, je vais retenir le président par la main, je dis ne le faites pas. Là, c'est un conseil direct que vous donnez. Là, je dirais carrément au président de ne pas le faire. Parce que pour moi, il y a d'autres choses que le président aurait dû faire avant qu'il n'a pas fait. Et donc, s'aventurer sur cette voie-là, ce ne serait pas bien. Comment il peut s'aventurer alors qu'il y a des besoins qu'il faudrait revoir? On ne peut pas attendre que cela s'efface après 2028 ou qu'on détermine une quelconque date. Parce qu'il y a manque, alors il y a nécessité. Le peuple a besoin de retrouver quand même
sa belle existence, vivre comme tel. Alors, si vous dites que si vous allez conseiller les chefs de l'État à ne pas entamer cette voie, moi, je ne sais pas comprendre à quel niveau vous pensez conseiller les chefs de l'État, alors que lui a vu qu'il y a une nécessité et qu'il faudrait changer la Constitution. Vous savez, si les chefs de l'État veulent changer la Constitution, ils le feraient très facilement. Et même sans pas changer, réviser partiellement la Constitution, ils le feraient directement sans même consulter le peuple. Nous l'avons vu quand Joseph Kabila a fait. Et il s'est limité avec les parlementaires à le faire, puis voilà, c'était fait. Des choses qu'on pourrait dire et qui ne seraient pas nécessairement sollicitées. Mais si on veut changer complètement, réviser complètement la Constitution, je crois là, pour l'instant, c'est un peu très difficile. Parce que moi, personnellement, et chez nous, nous disons, premièrement, il y a un élément important que pour nous, chrétiens politiques, nous regardons de très mauvais œil le président, c'est qu'il a menti Dieu. Nous voulons qu'il règle ces problèmes-là. Le 23 juin, si je ne me trompe pas, 2019, les chefs d'État ont convoqué le peuple à une journée, première journée nationale de grâce. Et là, il a invité Dieu. Il a invité le Seigneur à venir au Congo, à être le chef suprême, de régner en absolu. Et le roi du Congo, et de prendre ce qui lui est dû. Et donc, après cela, le chef de l'État n'a plus rien fait. Nous avons passé plus de 6 ans aujourd'hui qu'il est au pouvoir. Seulement une seule fois, il a fait la première journée nationale de grâce, et puis des autres années, il n'a rien fait. En plus de cela, les hommes de Dieu sont allés les voir pour concrétiser ce qu'il a dit, il a promis à Dieu, parce qu'il y a eu des prophéties là-dessus. Le président de la République n'a pas réagi favorablement à la demande des hommes de Dieu qui disaient il faut qu'il y ait un dialogue national, parce que Dieu voudrait maintenant passer une alliance avec le peuple du Congo. Mais là, le chef de l'État aussi a donné sa réponse négative. Et donc maintenant là, il y a ce que nous disons que le chef a menti à Dieu. Les chefs de l'État, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, menti à Dieu. Il doit régler ces problèmes-là. Ces problèmes-là, on ne peut pas inviter l'Internet dans une affaire. Vous savez, Dieu, c'est Dieu. Il est maintenant notre Père par la venue de Jésus-Christ. Mais quand vous dites, on ne peut pas promettre à Dieu quelque chose sans l'accomplir. Dieu ne blague pas. Là, vous voyez plus vos intérêts en tant que vous, les pasteurs, les hommes de Dieu, mais parler de ce social en tant que peuple. Attends. Je suis un homme politique chrétien. Je ne suis pas un homme religieux. Voilà. Je suis un homme politique chrétien. Et là, j'ai dit que notre président de la République, le chef de l'État, les jours-là, il a dit, en tant que président de la République, il a dit au nom de tout le peuple congolais. Dès qu'il a dit cela, sa parole l'échappe déjà. Il ne contrôle plus rien là-dessus. Donc, maintenant, Dieu demande quelque chose, ça doit être fait. S'il ne le fait pas, nous allons le faire nous-mêmes, parce qu'il a demandé en dialogue. Et maintenant, nous sommes en train de nous organiser maintenant pour convoquer ce dialogue-là sans les chefs de l'État, sans les institutions politiques. Parce que nous estimons que nous avons, chaque citoyen a la souveraineté, et donc nous pouvons nous réunir sans les les institutions politiques et prendre des décisions. Et là, à ce moment-là, il n'a qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Donc nous disons au président de la République, il doit régler ces problèmes-là. C'est très sérieux, il a promis à Dieu des choses, il doit les régler. Et je l'ai dit, en face de moi, il y a un responsable de l'UDPS. Je suppose que Dieu sait que je suis de le dire à sa présence. Maintenant, ce n'est plus une affaire qui se disait à l'extérieur, maintenant c'est une affaire qui est dite en face de l'UDPS. Et nous croyons que, faute de voir déchaîner la colère de Dieu, il faudra que l'UDPS et le président de la République s'organisent pour cela. Il y a un deuxième élément. Nous ne sommes pas à temps de paix. Nous ne sommes pas dans des pays. Il y a une guerre, et cette guerre-là demande à ce que les chefs de l'État soient très préoccupés. Parce qu'il y a des ressources financières, des ressources financières, humaines et des matériels qui doivent dégager pour mettre fin à la guerre. Et aujourd'hui, déclencher ce problème de référendum, de population, ça va demander beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Mais c'est pour arriver à une solution, on va supporter les difficultés d'un changement. Nous allons y arriver. C'est-à-dire là,
nous ne pouvons pas... vous savez, la Constitution peut nous créer d'autres divisions que nous n'avons pas encore aujourd'hui. D'autres divisions. Et déjà, nous en avons déjà avec les guerres de l'Est, parce que dans ces guerres de l'Est-là, nous avons beaucoup de nos frères et sœurs congolais qui sont impliqués là et qui se nourrissent financièrement des morts de nos frères qui sont à l'Est et qui sont en train de mourir. Il y a d'autres qui deviennent des riches, trop riches là. Et donc, c'est déjà divise le peuple congolais. Il ne faut pas en créer d'autres. Donc là, je demande aussi au chef de l'État de bien regarder, de bien peser ce qu'il fait. Parce que on ne sait pas ce qui va arriver. Alors, faites un point de chute. Oui, là, je suis en train de chuter pour le troisième point. Nous avons vécu en 2023 une élection compliquée. Est-ce que le chef de l'État est sûr que le peuple congolais voudrait le voir, lui et Kadima, organiser un référendum? Je me rappelle que vous aviez des intentions de postuler à la présidentielle et puis vous avez tout lâché. Pas des intentions. Il y a eu une machine qui a été boutiquée au niveau de la CENI. Nous sommes allés nous présenter pour déposer notre candidature. Ça ne s'est pas fait. Ce n'est pas un problème, vous savez. 2028 est vite arrivé. Ah, mais si la constitution serait changée. Non, ça ne nous empêcherait jamais de... Très bien, merci beaucoup. Merci, monsieur Benjamin. Alors, docteur Téléba Tampi, vous avez compris votre co-débatteur qui a touché un peu certaines particularités, les paramètres. Ici, on veut comprendre cette nécessité-là de réviser parce qu'on veut un changement du peuple. Soit il n'y a pas nécessité, soit il y a intention politique, ou nécessairement il y a nécessité. Vous avez le temps. Alors, merci beaucoup. Je tiens également à remercier mon compatriote pour son intervention. En fait, le premier point, je le prends comme une sorte d'observation ou bien un conseil ou bien un message à transmettre. J'espère qu'il pourra vraiment bien nous éclairer qu'est-ce qui a été vraiment demandé par Dieu, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, devrait répondre. Mais en le connaissant, je pense que c'est en matière, en ce qui concerne de la question des dieux, c'est quelqu'un qui est très très disposé, mais je ne sais pas quels sont les contours qui n'ont pas permis à ce que qu'il y ait recevabilité par rapport à cette question. Nous pourrions être éclairés là-dessus. Maintenant, même dans son intervention, vous sentez qu'il y a cette adéquation-là par rapport à la société, parce que comme nous avons dit, c'est une loi, c'est un acte fondateur qui définit un peu notre mode de fonctionnement et mode d'organisation. Maintenant, en ce qui concerne son deuxième point par rapport à la sécurité, je pense que là, nous y sommes. Et je souhaite entrer directement peut-être dans la motivation de notre vouloir. Bon, moi j'ai dit, s'il m'était demandé, c'est les changements. Mais hier, j'ai été dans une grande manifestation qui a été organisée par la majorité extra-parlementaire avec le coordonnateur Excellence Sylvain Mutombo, je pense que vous les connaissez. Au cours de cette... parce qu'ils étaient en train de présenter leur ébauche ou projet de constitution de la République. Donc vous ne regardez même pas les risques qu'il y a. Je suis en train de venir. Mais il y a l'éminent professeur, donc professeur Mbata. J'aimerais demander à tous les constitutionnalistes de ne pas nous tenir rigueur, parce que c'est une spécialité, mais comme la Constitution concerne tout le monde, tout citoyen congolais, alors nous sommes tous entrés dedans et nous pouvons donner notre partition à des degrés différents. Mais il a fait observer que la Constitution, en fait, on ne la change pas, on peut la réviser. J'ai entendu, il a parlé d'une révision partielle ou globale, mais nous, en tant que bas peuple, nous comprenons, nous sommes lancés dans ce qui dit changement. C'est-à-dire changement, nous voulons que cette Constitution, même s'il y a d'autres articles qui peuvent revenir, parce que ça reviendra toujours, parce qu'il y a ce qu'on appelle les points cardinaux existent presque dans toutes les sciences. Donc, comme constitution aussi peut être considérée comme une science, donc il y a les articles qu'on peut considérer comme cardinaux, qui peuvent revenir, mais dans notre entendement, c'est
dire que le peuple congolais s'est vu une nouvelle constitution qui lui fera entrer dans une autre ère républicaine. Qui doit correspondre aux réalités du peuple congolais. Comme aujourd'hui, on entrera demain, on entrera dans la 4e République. Maintenant, quand on parle de la 4e République, c'est-à-dire, il y a eu cette notion-là de changement de constitution. Et pourquoi je pourrais motiver? D'abord, cette constitution ici, moi, je vais partir beaucoup plus sur les faits historiques. Parce que quand vous regardez notre histoire, la première constitution, c'est parce que nous sortions de la période coloniale de Belges. Alors, ils avaient leur mode de fonctionnement, comment ils nous amenaient. Maintenant, lors de l'indépendance, il fallait qu'on puisse se définir. C'est ainsi qu'en 1964, nos aînés ou bien nos parents, ils ont mis en place, ils ont élaboré cette constitution. Maintenant, dans cette constitution, il y a les idéaux autour desquels des valeurs congolaises qui nous réunissaient par rapport au destin, par rapport à l'histoire, par rapport au vouloir vivre ensemble, par rapport à casser toutes les guerres. Et les guerres qui étaient là-bas, c'était beaucoup plus les guerres tribales. Et vous connaissez l'émanation de toutes ces guerres. La RDC a été toujours, c'est comme la plus belle fille du monde. N'est qu'il y a trop de convoitises, il y a trop de combats tout autour. Cela n'exclut pas la souveraineté. Cela n'exclut pas la non, défense, la souveraineté, c'est le peuple lui-même qui se définit et qui la défend. C'est là où je suis en train de venir. Mais non, il y avait toutes ces guerres-là. Maintenant, il y a eu cette constitution pour faire taire tout ça. Et après, il y a eu la deuxième constitution qui est arrivée le 24 juin 1967. Et cette constitution-là a donné encore des matières. Là, on sentait une défense quand même des responsables des institutions. Et malheureusement, le dictateur Mobutu est arrivé à changer en 1970, ce qui donnait déjà la notion de la pensée unique. C'est dans la pensée unique que Étienne Tshisekedi Lumumba, d'heureuse mémoire, ensemble avec ceux-là qui ont cru en lui, ils se sont organisés pour combattre cette dictature jusqu'à ce que le maréchal puisse céder. Et lorsque Désiré Laurent Kabila est arrivé, il a mis la charte de transition qui était une forme, bon, ce n'est pas une constitution, mais quand même, c'est une forme de constitution qu'il avait mise en place, mais qui n'est pas entrée en termes de l'histoire pour dire que c'est la constitution. Et là, c'était pour se donner les moyens de comment organiser et se défendre. Et nous sommes allés jusqu'à ce que Joseph est venu. Mais quand Joseph est venu, Joseph Kabila, président de la République honoraire, quand il est arrivé, quelle a été la configuration de la République démocratique du Congo? La République démocratique du Congo s'était retrouvée déjà séparée. Il y a le groupe de gens qui avaient pris l'Est de la République, les autres avaient pris le Nord, les autres étaient restés avec l'Ouest et les Sud étaient menacés. Et nous nous sommes retrouvés dans un environnement belligérant. Et quand vous comprenez la question de synonyme ou bien la définition la plus simple, quand on dit que tu es belligérant, donc tu es querelleur. Et quand vous êtes dans les querelles à tout moment, ils se sont dit, bon, faisons taire la guerre parce que, et réunissons la République. Et tout ça avec les forces étrangères. Parce qu'il ne faut pas oublier cette notion-là. Ce n'est pas Kabila lui seul, mon frère, par sa manière, par le savoir-faire qu'il a, il a réussi à réunir tous ces grands hommes qui s'est retrouvés en brousse, les Jean-Pierre Bemba, ils étaient nombreux. Kabila fait tout. Ça, quand même, c'est une reconnaissance, vous devez les reconnaître. Ne me faites pas rentrer dans cette historique. Il faut savoir que l'UDPS, avec Étienne Tshisekedi Lumumba, a joué un très très grand rôle, ensemble avec la société civile et tous les gens qui ont cru dans ces combats-là pour apporter la paix. Et au nom de la paix, l'UDPS a contracté beaucoup de négociations et beaucoup de dialogues pour que nous puissions arriver à l'élaboration de cette constitution-là. Et on a élaboré cette constitution-là. Et quand je parle
quand on nomme cette constitution la constitution des belligérants, c'est tout à fait avec raison. Parce que les autres nous disent que c'est une constitution, les sénateurs se sont réunis, ils ont élaboré une ébauche et puis on a appelé. Bon, il y a toute une liste. Il y a des étrangers qui sont là-dedans. Et quand vous regardez très bien, c'est un gâteau qui se sont partagés. Et dans cette constitution, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de failles. Et des failles, si vous regardez, aucun pays au monde ne peut se développer sans la sécurité. Là, vous touchez les grands points. Exactement. Parce que c'est sur ce point-là, parce que quand je voulais expliquer l'adéquation de la Constitution vis-à-vis du social, de la sécurité, de la souveraineté, je pensais que ça devrait être éclaté contrairement aux autres compatriotes qui pensent qu'ils sont en train de dire voilà, est-ce que c'est la Constitution qui empêche que nous puissions manger, que nous puissions faire ceci. Mais c'est ça, le peuple se pose des pareilles questions préliminaires. Mais si, d'une manière superficielle, on dira non. Mais quand on va dans la profondeur des choses, on dira oui. Et le oui est très simple, c'est d'abord par la sécurité. Je viens de vous dire, aucun pays au monde ne peut se développer si il a l'insécurité en lui. Maintenant, comment les autres pays ont évolué? Les autres pays ont évolué parce qu'ils ont monté les mécanismes pour combattre cette question d'insécurité. Maintenant, comme je suis en train de chuter, parce que je voulais arriver sur le point de la sécurité. Maintenant, je disais que cette constitution, ceux-là qui l'ont élaborée, ça a été élaboré dans un contexte de guerre. Vous comprenez? Et là, ce sont les belligérants, les gens qui se disputaient de place et de postes. La même constitution que le président Félix défendait quand il était à l'opposition. Il ne voulait pas qu'on touche à ça. Mais maintenant qu'il a compris à quel moment la même constitution a été rédigée par le belligérant. Ça, c'est une autre question. Si vous voulez, vous pouvez me la revenir. Je vais vous revenir. Vous pouvez me la revenir, oui, mais si je peux chuter. Oui, je commence à chuter. Et j'étais en train de dire que c'est fait vraiment sur l'effet de ceux-là qui voulaient se disputer le Congo en se partageant le poste. Très bien. À moins que, quand vous allez me donner la parole... Merci beaucoup, docteur Téléba. Tant pis, petit à petit, on a compris qu'il y a nécessité, pour vous qui êtes au pouvoir, il y a nécessité de changer cette constitution parce qu'elle a été élaborée par le belligérant et que la constitution a été verrouillée pour mettre au pack les développements. Pas nécessité, indispensable. Merci. L'insécurité à l'Est, la souveraineté. Monsieur Benjamin, quand vous lisez l'article 217 de la Constitution, on vous dit que pour des raisons de l'unité africaine, il faudrait que la RDC cède partiellement sa souveraineté. Pour vous, ce n'est pas un danger pour une nation comme le Congo? Non, pas du tout, ce n'est pas un danger. Pourquoi ce n'est pas un danger? Parce qu'il y a d'autres dispositions qui disent que pour céder une partie de notre territoire, il doit y avoir un référendum populaire. C'est-à-dire qu'on doit demander au peuple si oui ou non nous devons céder notre terre à d'autres nations. On comprend avant que vous continuiez. Nous parlons de céder la partie ou nous parlons de la souveraineté? Pour vous, la souveraineté, là, il y a un éclaircissement. Non, la souveraineté, c'est un peu plus gros que ce que vous dites là. C'est-à-dire la souveraineté, c'est les pouvoirs que le peuple détient pour agir. Et les terres, nul ne peut prendre les terres sans que le peuple en décide. C'est à ce moment-là qu'on arrive là. Il y a d'autres choses que le peuple peut faire également sans obligatoirement passer par la question des terres. Il y a d'autres choses que le peuple peut agir, et ainsi de suite. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, cette disposition de la Constitution pose vraiment un problème. Je ne sais pas. Le président Tshisekedi, et si je dirais bien, il est la personne aujourd'hui la mieux informée de la situation du pays. Je ne sais pas ce qui lui arrive, ce qu'il a senti, ce qu'il sait, ce qu'il a signé comme accord ici. Il attaque l'article 217. Oui. C'est un danger pour le peuple. Nous ne savons pas, dans les contacts qu'il a pris, ce qui lui pousse aujourd'hui de dire cela. Mais nous aimerions. Il ne peut pas amener le peuple dans quelque chose sans pouvoir le dire clairement au peuple. Voilà pourquoi je l'ai fait. Il dit seulement,
nous pouvons perdre notre terre, mais dites-nous ce qui se passe réellement. Là, il ne dit rien. Et nous disons non. La question de souveraineté ne se pose pas obligatoirement sur les problèmes de terre. Ça peut se poser aussi pour autre chose. Dites-nous clairement ce qui se passe. Nous savons. Je sais par exemple que les accords passés avec la EAC, en tout cas, aucun citoyen congolais digne d'être congolais ne peut accepter. Mais le chef de l'État est allé signer l'adhésion à cette histoire-là excusez-moi, les termes, de nilotique. Nous n'avons rien à faire là-dedans. En tout cas, il faudra, s'il y a lieu, qu'ils sont encore au pouvoir, il ne faudra pas qu'ils laissent cette situation-là à celui qui viendra après lui. Il faut qu'ils quittent cette... Pourquoi ils sont encore là? Ils doivent quitter. Ils doivent quitter. Là, le chef d'État nous a demandé, il ne faut pas nous occuper pour des pommes, des petits lopins de terre. Ah, vous pouvez pousser encore au côté de votre micro. Il ne faut pas qu'on s'occupe des questions des petits lopins de terre là, parce qu'en fait, l'EAC deviendra notre pays. Non, nous ne voulons pas être EAC. Aucun Congolais ne veut être EAC. Nous voulons rester Congolais et les demeurer et laisser notre pays à nos enfants tel que lui l'a reçu. Il ne faut pas nous n'avons pas les besoins d'élargir notre pays. Il a reçu un pays unifié, pacifié, voilà. Ce format-là, c'est le format que nous voulons maintenir. Nous ne voulons pas d'autres formats. Très bien, merci beaucoup. Vous avez été trop bref à cette question. Vous comprenez, votre collimateur, cette question de la diplomatie, parce que le président de la République s'est investi pendant beaucoup d'années à voyager, à collaborer avec les pays limitrophes, d'autres nations, et on attendait quand même une suite favorable, mais c'est comme si c'était une peine perdue. Comment vous trouvez la question de la diplomatie jusqu'à nos jours? Ok, merci beaucoup. Donc, la question de la diplomatie, de la souveraineté, c'est toujours la question de la quête. En termes de cette diplomatie, c'est la quête de l'affirmation du pouvoir congolais. Et comme je suis en train de vous dire que le Congo avait perdu sa souveraineté depuis très longtemps et à cause de toutes les guerres que nous avons connues. Parce que j'aimerais finir mes propos à partir de la notion de la sécurité, de la Constitution. Vous voyez, quand on parle de la sécurité, aujourd'hui nous avons la guerre de l'Est que mon frère a évoquée ici pour dire contexte pareil, ça ne peut pas nous permettre de poser la question sur la Constitution. Et il a même dit qu'il y a nos compatriotes qui sont complices et qui se font des millions et des millions sur les morts des autres compatriotes. Ça, ce sont des gens, c'est la haute trahison. Et la justice doit s'en saisir et terminer leur affaire. Ce n'est pas sur base de ces types de personnes qu'il faudrait ne pas voir comment est-ce que nous pouvons nous poser la question sur notre manière de vivre. Alors, c'est le même comportement qu'on a mis le Congo à genoux en provoquant des guerres et en lui donnant une constitution à leur guise. Parce que cette constitution, qu'on se le dise, les sénateurs dont il était question, dont on parle ici, qu'ils ont élaboré une ébauche, ce n'était pas une émanation du peuple congolais. Ce n'étaient pas les élus du peuple. C'était le choix de leur organisation politique et de leur gouvernants. Et la majorité de pouvoir tel qu'il était là, que ce soit entre eux, même ceux-là de rebelles ou ceux-là qui étaient, c'était télécommandé, téléguidé. Alors, on a mis vraiment des pièges dans la Constitution pour ne pas permettre à ce que le pays décolle. Par exemple? Voilà. Par exemple, les débats de fond, j'aimerais me référer à ce qui a été fait par nos compatriotes. Il y a par le passé, Gabriel Mokia, ensemble avec le feu Badibangi, ils avaient répertorié au moins 80 articles en son temps. Donc pendant qu'on était dans l'opposition, pour qu'on puisse revoir cette dans question. Les 229 articles de la Constitution, 229, il y a 80 combien? 35% d'hérésie, 35% des articles qui posaient problème. Qu'il faudrait balayer au plus vite possible. Le professeur Noël Chani, il a fait un travail très impeccable sur la lecture. Il a trouvé qu'il avait beaucoup d'articles
qu'il fallait revoir. Mais on précise, c'est comme s'il y a déjà une constitution quelque part, écrite, élaborée, non, c'est pour et qu'on sera surpris un jour c'est pour dire que les Congolais, c'est un génie qu'il faut respecter. Vous voyez, tel que vous êtes là, tel que mon frère est de l'autre côté, nous devons nous respecter mutuellement. Parce que chacun d'entre nous a un potentiel important. Mais dans l'environnement, on ne lui a pas permis de faire exploser ça. Et c'est ça la crainte, parce que le Congo représente plus d'une solution mondiale. Que ce soit le Congolais lui-même en tant que ressources humaines et le Congolais en tant qu'espace République démocratique du Congo, pour que ça ne m'échappe pas. Maintenant, la majorité extra-parlementaire avec Maître Sylvain Mutombo, on a dégagé 150 articles. Ils ont travaillé sur 150 articles. Et quand vous faites la proportion, c'est 65,5% des articles à réviser. Maintenant, vous comprenez, nous prenons 65% ou 66%. Et la vérité est que c'est autour de 34%. Et comment nous pouvons travailler dans des choses comme ça? Une étude aussi d'efficacité, il y a une marge de 10, 5 et 1%. Et l'étude la plus efficace, c'est dont la marge d'erreur est à 1%. Mais quand vous avez une marge d'erreur de 60, 65%, 66%, très bien, comment vous devez évoluer? C'est ainsi que, parce qu'il est question de la sécurité, le président de la République, aujourd'hui, dans le contexte actuel, lors du début de son mandat, de son deuxième mandat, il devait prendre des décisions importantes en ce qui concerne la guerre. La question comme la déclaration de la guerre. Mais les dispositions constitutionnelles lui interdisent. Et pourtant, avec la guerre, il faut être souple, il faut être anticipatif. Mais la Constitution interdit l'anticipation de l'autorité suprême pour éradiquer la guerre. Vous allez me dire, mais aujourd'hui, toutes les deux chambres sont réunies. Je vous répondrai que la question de la guerre, les composantes sont tellement complexes et c'est un processus. Ce qui peut se passer aujourd'hui, ce n'est pas ce qui doit se passer demain. Mais non, quand vous regardez les deux premières constitutions de la République, on donnait, que ce soit à Kassavo ou que ce soit à Mobutu, on leur avait donné la possibilité, lorsque les matières exigent, le risque est important, les urgences, et que la nation est engagée, ils pouvaient prendre des décisions en tant qu'autorité suprême. Sans consulter d'autres couches participatives. C'est ce qui bloque aussi. En tant qu'autorité suprême, parce qu'il est mieux situé pour avoir les informations qu'il faille. Très bien, merci. Merci, docteur Télé Batampi, merci beaucoup. On va prendre la dernière grande partie de cette émission, c'est pour comprendre les rôles que jouent nos confessions religieuses. Vous êtes là, vous défendez l'État chrétien, alors qu'on sent aujourd'hui, petit à petit, la religion, le pasteur, l'homme des dieux congolais s'est investi davantage dans la politique. Et c'est comme si vous sortez du dogme, vous sortez de la vraie doctrine chrétienne pour vous attacher à certaines querelles politiques, alors qu'entre elles les politiques, ils savent comment est-ce qu'ils font le jeu. Quel peut être l'impact? Quelle est votre importance de vouloir participer dans la politique? Je ne vais pas ici citer les confessions qui font polémique ici sur la toile. Vous avez le temps. Je voudrais, avant de répondre à cette préoccupation, parler un peu de ce que mon co-débatteur a dit tout à l'heure sur la Constitution. Je pense que notre Constitution, je ne dirais pas que c'est une mauvaise Constitution, je dirais tout simplement que c'est une variante de la Constitution de Luabou. Ok. C'est une variante de Luabou. Et donc, cette Constitution de Luabou qui était élaborée tout simplement avec ceux-là qu'on appelait à l'époque les Pénénamondélé, donc les pro-occidentaux, qui ont arrêté et chassé les nationalistes et qui sont restés faire leur constitution qui était téléguidée comme dit mon frère. Et c'est cette constitution-là qui a été reprise et puis qu'on a essayé d'améliorer. Parce que vous vous rappelez très bien, vous vous rappelez très bien que Mouzé est venu avec Simba, mais quand cette constitution est sortie, c'est avec Léopard. Donc, on a carrément repris 64, on a changé un peu, et voilà.
Donc cette constitution-là, qui est faite par les belligérants, comme il est dit, moi je dirais plutôt par des Occidentaux d'origine congolaise, qui étaient à plus de 60% au Sénat et à l'Assemblée nationale de l'époque. Donc ce sont nos frères qui ont déjà quitté notre nation, qui sont devenus des étrangers, et qui jusqu'à aujourd'hui sont là. Ils sont là et ils sont en train de travailler avec nos amis de l'UDPS au pouvoir. Ils sont là parce que le mandat passé des chefs de l'État, quand il a changé la dénomination de la majorité, qui était FCC Cash, qui est devenu l'Union sacrée. En fait, les personnes ont le même visage. Conduit. C'est-à-dire, cette histoire n'est pas terminée, ça continue. Ils sont là avec lui. Ils sont là avec lui. Et donc, je considère que bon, ce n'est pas vraiment... Il faut carrément d'abord qu'il prenne de dire, voilà, tous ceux qui ont double nationalité, débarquer. On commence par là. On commence d'abord par là. S'il ne le fait pas, il sait lui-même. Et là, je dirais, le président de la République nous a dit que ses enfants sont belges. Et donc, il dit que ses enfants par rapport à la nation belge. Et ça pose un problème. Donc, il ne peut pas prendre une décision contre les oncles de ses enfants. Et ça pose un problème. Aujourd'hui, s'il veut que cette constitution qui veut changer aujourd'hui, qui soit élaborée par les Congolais, ça va être élaboré par les Congolais seuls. Des pères et des mères. Des pères et des mères et d'origine, mais pas avec des Occidentaux d'origine congolaise qui sont déjà partis. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux. Et si vous demandez à Kamere, il vous dira quelque chose parce qu'il la connaît. Alors là, je voulais tout simplement dire que la constitution que nous avons, nous, État chrétien, nous avons, pour nous, il faut carrément changer. Mais c'est le temps que nous disons au président de la République, pour nous, le temps n'est pas là. Et puis nous avons un grief contre le président de la République parce que le président de la République n'a pas répondu à Dieu. Et nous, ça nous préoccupe. Quoi, il n'a pas payé quoi? Il n'a pas réglé le problème de Dieu qui lui a parlé au stade de la... C'est ça, votre co-débatteur avait besoin de comprendre. Oui, on va y arriver. Donc, je voulais tout simplement dire que nous sommes d'accord qu'on élague la Constitution. Nous sommes d'accord ce que dit le président de la République. Mais nous disons, ce n'est pas les moments. Ce n'est pas les moments. À cause justement des problèmes de la sécurité. Est-ce que le chef de l'État peut dire qu'il est vraiment lui là en sécurité? Quand il veut se lancer dans une affaire comme ça, est-ce que lui là, est-ce qu'il est en sécurité? Bon, pour répondre à votre préoccupation que vous avez pour tout à l'heure là, sur les églises, vous savez, tous ceux-là que vous citez être hommes de Dieu, les religieux, sont des Congolais. Qui peut interdire un Congolais de s'occuper de la politique du Congo? Personne. C'est aussi des Congolais, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais il y a une chose dans notre constitution, je crois qu'on ne permet pas à ce que les hommes de Dieu fassent la politique. Où on sépare la politique de l'Église. Mais, en tout cas, ce sont les Congolais, ils vont le faire. Mais nous ne sommes pas des religieux. Nous ne sommes pas des religieux. Moi, je ne suis pas un religieux. Vous n'êtes pas comme les cardinals Ambongo et les restes. Les cardinals, c'est mon guide. Qui était au Rwanda dernièrement. C'est mon guide spirituel et je le respecte comme tel. Et je suis d'ailleurs très mécontent de certains Congolais qui déplacent leur langage inutilement. Non, mais ils ont vu, nous sommes agressés par un pays et vous partez dans ces pays comme si rien n'était, félicitant même Kagame. Oui, vous savez, le problème d'Ambongo, c'est Dieu seul qui le règle. Sa situation, les fautes qu'il fait, c'est Dieu qui va régler ça. Aucun homme ne peut juger Ambongo. Aucun homme. Est-ce que là, vous ne montez pas dans les superstitions? Non, ce qui se passe en Ukraine et la Russie, l'église orthodoxe de l'Ukraine s'est désolidarisée de celle de la Russie. Attends, Dieu a dit ceci. Quand il a donné des ordres à Moïse, afin de répartir les territoires d'Israël, il a dit, à Lévi, vous ne donnez rien, il m'appartient. Donc, Ambongo et Lévi, Mutombo et Lévi, tous ces hommes de Dieu que vous voyez là, nous n'avons pas le droit de leur parler de manière désobligeante.
Nous sommes là, nous constatons qu'ils agissent mal, nous posons le problème à notre Dieu. Nous, écoute, le spirituel ne se règle pas comme nous réglons certains de nos problèmes physiques. Ambongo a commis des bêtises, ok, c'est son problème avec son Dieu. Nous prions tout le temps. Dieu va régler le problème d'Ambongo s'il a fait d'erreurs. Mais il ne nous revient pas, nous, fidèles, des différentes confessions religieuses, de juger Ambongo. C'est comme aussi, à un certain moment, nous avons lu Élie, l'histoire d'Élie, Élisée ou Élie, qui était en train de passer sur la route. Les enfants se sont moqués de lui en disant il est bon, quelque chose comme ça. Et puis, quelques minutes après, ses enfants ont été mangés par les lions. Donc, on ne peut pas faire ça. Il faut respecter les hommes de Dieu. Si nous ne sommes pas les hommes de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Comment voulez-vous? Ah, mais quel est le rôle? Ces hommes de Dieu jouent quel rôle pour trouver la sécurité comment voulez-vous entre les deux pays? Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, moi, je dois respecter M. Tshisekedi en tant que président de la République, alors qu'il n'est pas de mon bord politique? Parce que je dis, les rôles qu'il joue, il doit être respecté, peu importe les erreurs qu'il fait. Je peux dire ses erreurs. Et là, quand je dis les erreurs de M. Félix par rapport à Dieu, là, j'ai le droit de les dire. Parce qu'il s'agit de notre Père à tous. Très bien, merci beaucoup. Contre Ambongo, je crois que c'est de l'impolitesse. Bon, un point de chute, peut-être on termine avec vous, un point de chute. Les rôles que vous devez jouer actuellement doivent être lequel? Quand le pays est en turbulence, changement de la Constitution, pour vous en tant que... Mettez-vous dans cette peau d'homme de Dieu. En tant que qui? Vous, homme de Dieu, mettez-vous dans la peau du chrétien comme tel. Oui. Les rôles que vous devez jouer doivent être lesquels? Voyez-vous... Parce qu'on a fustigé la présence d'Ambongo à Kigali. Oui. Il ne pouvait pas le faire quand même, nous sommes en guerre. Alors, vous devez quand même nous interpréter que non, comprenez. Non, je ne suis pas dans le gouvernement de l'Église catholique. Je ne sais pas quels sont les éléments qui ont poussé à ce que les Senko puissent accepter que l'archevêque de Kinshasa... Il est facile que les hommes de Dieu de Kinshasa ou de la démocratie du Congo collaborent avec ceux du Rwanda, sans problème. Mais oui, vous savez que nous avons des rapports avec le Vatican et que le Vatican c'est un État. Et vous savez aussi que l'Église catholique dépend du Vatican. Donc c'est toute une diplomatie qu'il y a là qu'il faut voir. Et aujourd'hui, je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir intervenir sur les propos de M. Ambongo à Kigali. Mais ce que je peux tout simplement dire, c'est un homme de Dieu qui était là et qu'il a encouragé un monsieur... Vous l'avez dédouané ou... voilà, merci beaucoup, je vous reviens. Je vais vous revenir peut-être... nous allons vers la fin de l'émission. C'est ça le problème. C'est que comprendre le spirituel, à notre niveau, peut-être ça nous échappe. On a fait la lecture avec la situation qui se passe en Ukraine et la Russie. L'église orthodoxe de la Russie s'est désolidarisée de celle de l'Ukraine, alors qu'ici on retrouve Ambongo jouer un bon rôle de pasteur, que nous n'avons pas cette possibilité de les juger comme tels. Est-ce que vous ne pensez pas que Ambongo peut être un élément important pour la paix à l'est de la République du Congo? Merci beaucoup. Permettez un petit mot. Vous avez 2 minutes à ça parce qu'on termine l'émission. Permettez pour chuter sur ma situation par rapport au changement de la Constitution. Maintenant, je vous ai expliqué le contexte dans lequel la Constitution a été organisée. Maintenant, aujourd'hui, le Congo a ses propres dirigeants. Le Congo a ses propres représentants. Il les a mandatés. Donc, nous nous sommes retrouvés maintenant dans un contexte purement démocratique. Maintenant, établissons, rédigeons une constitution au regard de la démocratie. Et ça, c'est une appropriation pour nous, Congolais, et non pas pour tous ces étrangers qui ont élaboré. Et merci beaucoup, mon frère. Le point, c'est que vous ne tenez même pas compte de tous les risques y afférents. Non. Vous êtes très à l'aise. J'aurais aimé qu'on me présente... C'est comme si vous présente... parlez à la place du peuple congolais. J'aurais aimé même pas tenir compte de la puissance de l'opposition dans ces pays. J'aurais aimé qu'on me liste les différents risques. Et je dirais... Non, mais vous êtes politique et il y a l'opposition qui est en face de vous. Le peuple congolais est en train d'ailleurs de s'approprier de la notion du changement de la Constitution. Et j'ai beaucoup aimé aussi mon grand frère en face. Alors, j'aimerais lui dire peut-être de ne pas tomber dans cette manie stratégique de piège
compare tout le temps la République démocratique du Congo avec des guerres. Termine avec, oui, termine avec l'affaire. Je termine. Parce que s'il tient compte que parce que nous sommes dans un contexte de guerre, on ne peut pas toucher à ça. Donc on ne touchera pas. Parce que la République démocratique du Congo sera toujours menacée avec cette guerre, parce qu'on connaît d'où cette guerre vient. Maintenant, par rapport aux hommes de Dieu, je suis très ravi que les hommes de Dieu aujourd'hui entrent sur la scène politique. Ici, paix à son âme, le grand pasteur Albert Lukusa. Cet homme a perdu la vue parce qu'il avait dit des vérités vis-à-vis des politiques. Et les politiques d'antan ne l'avaient pas supporté. Et aujourd'hui, nous sommes heureux que la masse critique des hommes de Dieu entre dans la question de la gestion de la République démocratique du Congo. Parce qu'on sait que un homme de Dieu, un enfant de Dieu, il a une identité, il a une déontologie et une éthique qui doit permettre à ce que le pays décolle. Mais par l'histoire biblique, vous verrez que les hommes de Dieu, bien que les gens que Dieu utilisait puissamment étaient ses serviteurs. Faites un point de chute. Vous comprenez? Voilà. Il y avait les David, il y avait les Salomon, c'était des serviteurs de Dieu. Et même le Moïse, Abraham étaient vraiment impliqués dans la question. Là, c'est l'ancienne alliance. Les contextes rien aussi peuvent jouer un rôle. Dieu n'a pas changé. Maintenant, par rapport à ce que nous apportent les hommes politiques, on ne veut pas les hypocrites. Il faut éviter les hypocrites. Surtout, nous, les hommes politiques ou les hommes... Les hommes de Dieu voilà. qui viennent en politique, merci beaucoup. On ne veut pas les hypocrites vis-à-vis des gouvernants et des gouvernés. Il ne faut pas être en hypocrisie avec les gouvernants et puis venir tromper les gouvernés au regard de ce que tu as touché comme subside. En tout cas, ils doivent nous éviter ça. Il est vrai, par exemple, pour parler du cas de cardinal que vous avez évoqué, il est vrai, Dieu a donné la capacité, a donné l'autorisation aux chrétiens d'avoir un discernement. Il lui a donné l'autorisation de juger même les prophéties. Vous comprenez un peu, mon frère? Alors, quand tu te déclares prophète, et quand tu prononces ta prophétie, j'ai le droit d'en avoir le discernement parce que moi aussi je prie et je peux aussi prier Dieu. Mais non, au regard de ce que tu représentes en tant qu'homme de Dieu, parce que tu es appelé oint de Dieu, c'est-à-dire tu ne peux pas te permettre n'importe quoi pour salir les dieux et peut-être avoir un impact négatif sur nous. Voilà, un point de chute. La régie nous fait signe. Un point de chute. Votre comportement et votre langage doit refléter l'amour, doit refléter l'unité, doit refléter le développement. Au moins, dans la tête de l'homme de Dieu congolais, il y a un peu d'hypocrisie. Et quand ces éléments-là, on ne les retrouve pas, il y a le marginalisé de la société. Très bien, merci beaucoup, Dr Télé Batampi. On va finir l'émission déjà avec Monsieur Benjamin. Vous avez votre micro pour terminer l'émission. On a soulevé qu'il y a un peu de déviation dans l'homme de Dieu congolais, qu'il faudrait, pour vous, vous pensez que tout est blanc pour l'homme congolais? Il n'y a pas de failles, il n'y a pas à corriger face à la politique de ces pays? Une minute. Comme j'ai dit avant, si la Constitution ne règle pas certains problèmes, ces problèmes seront réglés par la loi. Et donc, le comportement de l'homme congolais, comme tous les hommes, dans la gestion du pays, cela dépend de ce que la loi prévoit. Alors, si aujourd'hui, il y a n'importe quel homme, n'importe quel chrétien, qu'il soit politique ou non, ou religieux, son comportement est lié à cela. S'il y a beaucoup de vide et que rien n'est prévu, eh bien, ce qui n'est pas prévu n'est pas Vous supposez, hein, mais la réalité est que... Je suppose. Mais ici, aujourd'hui, on peut vraiment condamner Mbongo parce qu'il était à Kigali ou bien le condamner par ses propos. Parce que il y a tous ces hommes politiques-là ont été ou partent toujours à Kigali. Je me rappelle à un certain moment, il y a eu un ministre de l'UDPS qui était voir le chef de l'État, c'était passé dans les réseaux,
voir les chefs d'État pour dire, mais il y a un avion là qui a été envoyé par le président rwandais. Il me demande d'y aller. Et le président lui dit, mais fais ce que tu peux faire. Vois ce que tu as à faire. D'accord, vous voyez, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, nous sommes en temps de guerre. Il y a un avion, un aéronef du président rwandais qui a atterri chez nous, qu'on n'arrête même pas. Et puis, il était venu pour prendre un ministre congolais et officiel parce que le président de la République a été informé. Donc, vous voyez qu'il y a des choses. Quand cela c'est fait au niveau du gouvernement, pourquoi critiquer Mbongo qui est allé faire sa mission évangélique? Il est dans le bon? Non, moi je ne juge pas le bon ou mauvais. Je dis tout simplement que M. Mbongo avait été là en mission évangélique et cela concerne l'Église catholique. Si l'État ou la justice congolaise a quelque chose à dire, bon, il n'a qu'à agir conformément à la loi. Très bien, merci beaucoup. Ça n'est fini, mesdames et messieurs, vous qui avez été nombreux à nous suivre de partout. Voilà, ainsi prend fin ces grands débats républicains. C'est pour la matière. Je pense que vous avez noté quelque chose de part et d'autre. Voilà, merci beaucoup à l'équipe technique de Tosungana Télévision, à la régie avec Bouba Lontadila, à la caméra Plamedi Tondo. Merci, continuez à suivre la rediffusion de cette émission sur la chaîne YouTube JM Panel HD. Continuez aussi à consommer sur l'application mobile Blue OTT International. Moi, je vous dis merci et on se retrouve très prochainement pour ce même débat.